Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je vais être obsédée par l'idée d'être mince. Je sombre dans l'anorexie. On voit qu'on se détruit, qu'on est atrocement moche, j'ai plus de cheveux, je tiens plus debout, mais c'est plus fort que tout. Les seuls moments où je respire et où je suis bien, c'est quand j'accompagne Michel en concert. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Elle démontre que la volonté est au-dessus de tout le reste. Beaucoup de rire, beaucoup de sourire et c'est comme un petit soleil. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Pauline Delpech me rejoindra bientôt. Son histoire est celle d'un nom qui n'est pas le sien. Michel Delpech, le célèbre chanteur, disparu cette année, est son beau-père. Pendant des années, Pauline a été déchirée entre ses deux familles. Elle s'est perdue dans une quête d'identité impossible, jusqu'à sombrer dans l'anorexie. Aujourd'hui, en pleine reconstruction, c'est sans artifice qu'elle se livre pour elle-même et pour les autres. Bonjour Pauline. Bonjour Frédéric. Enchanté. Ravie. Je suis content de vous rencontrer Moi pour la aussi. première fois. Vraiment, vraiment. Je vous débarrasse? Avec plaisir, manteau et parapluie. Que c'est beau. Ça va, ça vous plaît? Ouf, j'aime beaucoup, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous vous sentez bien, c'est l'essentiel. Ouais, je suis contente, vraiment. J'ai voulu faire cette émission parce que c'était vous. Et je suis très heureuse que vous m'ayez invitée. Ben moi, je suis content de vous rencontrer. Je crois savoir que c'est la première fois que vous vous exprimez après la disparition de votre beau-père, Michel Delpech. Ouais. Et pourquoi avoir choisi de parler aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Je voulais en parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance, qui m'inspire quelque chose de digne. Et puis, j'ai véhiculé une image de moi qui me correspond pas du tout. Quand on tape Pauline Delpech sur Internet, on peut voir des choses qui me semblent... Qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite comédienne, à l'époque où je voulais être comédienne, qui sortait dans les soirées mondaines. Et ça m'a porté préjudice, ça m'a atteint dans mon intégrité. Et je me suis dit, tiens, une discussion avec vous pourrait rétablir quelques vérités. Ou en tous les cas, voilà, je pose mes vérités. Et après, advienne que pourra. Mais j'avais envie de le faire une fois et je suis très heureuse de le faire avec vous. Ah, merci pour la confiance. Merci beaucoup. Merci Qu'est-ce que à je vous vous. offre à boire? Je veux bien un petit café avec un verre d'eau. Café, verre d'eau. Oui. J'aime beaucoup cet endroit. Alors, tant mieux. Si vous vous sentez bien. Alors, vous savez ce qui est particulier? Dites-moi. C'est la première fois qu'on se rencontre et il m'est arrivé parfois d'interviewer ce qu'on appelle les fils d'eux ou les filles d'eux. Merci. Oh là là, oui. Et vous, dans votre histoire, c'est assez incroyable parce que le public vous connaît comme Pauline Delpech et vous avez fait le choix de porter ce nom. Et on verra que les choses sont pas simples dans l'existence, c'est dur de trouver sa place. Ouais. Et donc, voilà, vous, comme tous les êtres humains, vous allez chercher votre place dans Je le la cherche monde. encore. Vous parlez sans tabou de cette période d'anorexie, par exemple. Et donc, vous allez parler de ça parce que c'est important de transmettre, évidemment. L'état de ces jeunes femmes et même des hommes qui traversent cette maladie c'est un enfer. C'est un enfer psychologique et physique, c'est un enfer. Et si ça peut juste... Si elle me voit aujourd'hui sourire, je pèse 25 kilos de plus qu'à l'époque et je vis bien et je vis de mieux en mieux. Si ça peut les aider à se dire que c'est possible de vivre autrement qu'en étant squelettique et malheureuse, tant mieux. Bon, on a plein de sujets de conversation, Ouais. donc. Et puis, évidemment, comment lui vous accompagne dans ces périodes-là, Ouais. comment vous l'avez accompagné à la Oui. fin de sa vie. Oui. Et puis, vous avez dit, après son départ, finalement, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. C'est que cet homme n'était pas obligé de m'aimer autant qu'il Oui, m'aimait. effectivement, il a choisi ma mère en tant qu'épouse. Il est tombé très, très amoureux de ma mère. Il l'a aimée d'une façon, mais éperdue jusqu'à son dernier souffle. Mais moi et mon grand frère, on est arrivés. Il a pris le package, mais il n'était pas obligé de nous aimer comme il l'a fait. Et il a fait aucune différence entre nous et ses propres enfants. Et je savais que quand j'arrivais et qu'il me voyait, il était heureux que je sois là. Et il n'était pas obligé. C'est ça qui est bien plus beau que le lien du sang. Bon, si c'est beau, ça m'intéresse. Ça n'est que beau. Pour préparer cet entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos. Oui. Je me suis permis de les exposer dans la maison. D'accord. Je vous laisse vous promener et on D'accord. va se rejoindre juste en face dans le vestibule D'accord. pour cet entretien que je D'accord. suis impatient de vivre avec vous. Et je regarde, donc j'ai le droit de regarder un peu... Vous avez tous les droits. Fantastique.
sleeping, keep on waking. Is that the one man next to me? Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Une vie. J'allais dire mes vies parce que je le vois là, il est partout et C'est quoi l'émotion qui domine? en vérité il y a un peu de chagrin parce que il me manque atrocement et en même temps il y a ce sentiment de mon enfance, c'était les temps joyeux et paisibles et j'ai toujours un peu l'envie de retrouver cette sensation-là, ne serait-ce que furtivement. Si vous, l'adulte que vous êtes, vous aviez eu la possibilité d'aller souffler quelque chose à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je lui aurais dit de pas avoir peur de vivre et de pas perdre de temps. Parce que j'ai 35 ans et j'ai l'impression d'avoir perdu 34 années de ma vie en vérité. Et de pas avoir peur de vivre. Voilà. Pauline naît en 1981 à Rueil-Malmaison. Elle grandit dans un pavillon avec son grand frère, entourée d'une mère artiste peintre et d'un père ingénieur. Vous n'êtes pas née Pauline Delpech? Non, je suis née Pauline Bidégaraï. Mon père s'appelle Henri Bidégaraï. Ça veut dire chemin d'en haut en basque. C'est un basque. Et j'ai grandi avec lui jusqu'à mes 13 ans. Et donc à quel moment Michel Delpech rentre dans votre vie et pourquoi? Alors, ma mère, mon père, mon grand frère et moi vivons à Rueil-Malmaison, au hameau du Bois-Préau, quand je suis née. Et Michel habite avec ses enfants dans la même résidence, à 20 mètres de nous. Et un jour, alors que j'ai 6-7 mois, ils se rencontrent et c'est le coup de foudre. C'est-à-dire qu'avant de s'échanger ne serait-ce qu'un mot, ils se sont embrassés. Ça, c'est une histoire vraie. Et ils se sont plus jamais quittés. Mais c'est vrai qu'elle avait une vie à côté, moi, mon frère, mon père, et qu'il y a eu un divorce. Voilà. Donc j'ai quelques mois. Tout va exploser, tout va être très violent, parce que mon père aime éperdument ma mère, et qu'il perd l'amour de sa vie, et qu'il va se battre pour avoir la garde, pour la faire souffrir. Il va l'avoir. Et elle va être une mère mutilée, du coup. Et du point de vue de l'enfant, ça donne quoi comme situation? Mais la passation des c'est-à-dire enfants, la par passation se fait sans un mot, ou alors ce sont des hurlements de mon père sur ma mère sur mon père. Ça se passe à quel endroit d'ailleurs Ça se passe à un abribus en face de ma résidence à Rueil-Malmaison. Et moi, je suis petite et je vois ma mère pleurer en voyant la voiture s'éloigner et mon père, pareil, touché et blessé aussi de laisser cette femme qu'il aime toujours. Et la petite fille que vous êtes voit des parents déchirés. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête à ce moment-là, vous vous rappelez, dans ces moments-là? Je crois que je culpabilise de laisser ma mère et qu'en même temps, je suis très heureuse de retrouver mon père. Ça façonne en moi une culpabilité qui ne me quittera jamais. Culpabilité d'abandonner sa mère, d'autant plus vive qu'à 5 ans, Pauline part avec son père pour vivre en Alsace. De retour à Rueil, 2 ans plus tard, elle retrouve ses repères, mais pas sa place. Donc, vous vivez entre 2 familles, 2 maisons? Oui, Quel 2 genre? mondes différents. Mon père est quelqu'un de très... c'est pas un artiste, il n'y a aucune folie. On est éduqué d'une façon quasi militaire, C'est-à-dire? très sévère, très à cheval sur l'éducation, la courtoisie, les bonnes manières, les devoirs, aucune folie.
Une atmosphère un peu violente C'est-à-dire aussi. C'est un homme brisé et il peut avoir des réactions instinctivement violentes. On s'y attend pas, on peut dire quelque chose et il va partir dans des colères noires, on comprendra jamais pourquoi. Et à côté de ça, on passe nos week-ends dans une atmosphère beaucoup plus légère, artiste, la littérature, les arts, le beau, les couleurs. Ma mère est une passionnée, elle est peintre et c'est une passionnée de déco. On est dans... Tout change, les intérieurs, la façon de vivre, d'appréhender la vie, de réfléchir. Donc c'est un peu schizophrénique. Alors, on va voir votre rencontre avec Michel Delpech. Vous avez quel âge dans vos premiers souvenirs avec lui? Mon souvenir le plus lointain, j'ai même pas 2 ans. Et je me souviens, c'était un soir d'été, on était dans le bar, on Revesse-les-Eaux, on sortait d'un restaurant, on était allé dîner. Et je pose ma tête sur son épaule pour m'endormir. Et moi qui m'endormais toujours de façon assez agitée, là je m'endors et je suis bien. C'est une sensation quoi, de sécurité? Totale. Totale. Lui m'a aimé intensément à la première seconde, m'a-t-il dit. Et paraît-il que moi, je souriais en le voyant immédiatement. À quel moment la petite fille que vous êtes comprend que ce beau papa est célèbre? Je crois très vite parce que quand j'ai 5 ans et que je vais avec lui à Laval, j'ai un souvenir de lui à Laval, où là je vois les gens debout en train de l'applaudir. Je sens déjà que c'est quelque chose qui est pas ordinaire. Je sens que je vis pas ça avec mon père, par exemple. Mais vraiment où je prends conscience qu'il est connu, que les gens le reconnaissent et qu'il est, il est aimé, qu'il est adoré. Je dois avoir une dizaine d'années et j'en suis très fière. À 13 ans, vous habitez ensemble. Vous habitez chez votre mère et chez votre beau-père Michel Delpech. Oui. Pour quelle raison? Parce que mon père a dû quitter Rueil-Malmaison, là où on vivait, mon chez-moi. La seule maison où je me suis vraiment sentie chez moi, c'était là-bas. Et du jour au lendemain, il nous apprend qu'il retourne vivre au Pays Basque auprès de sa mère. J'ai 13 ans, j'arrive chez ma mère et j'avoue que c'est l'enfer. C'est-à-dire? Ah, mais d'être séparé de mon père, tout s'écroule. Parce que mon père, mine de rien, il m'a élevée, il m'a emmenée à l'école tous les matins, il est venu me chercher, il m'a emmenée au ski, il m'a appris... il était là à 6 mois, c'est lui qui s'occupait de moi du matin au soir. C'était mon héros, l'amour de ma vie. La seule personne dont je suis absolument sûre de l'amour qu'il me porte et de l'amour que moi je lui porte me quitte. Alors là, je suis en pièces. Donc vous allez vous installer chez votre mère, Oui. avec qui vous avez une relation compliquée, comme dans beaucoup de Oui, familles. Mais bien donc, sûr. relation compliquée. Elle n'a pas les codes, ma mère, avec moi à cette époque. C'est-à-dire? Bah, je suis insolente, je cherche son regard et sa reconnaissance, mais j'y vais en agressivité. Donc, elle sait pas comment réagir. En plus, elle culpabilise vraiment de pas m'avoir élevée. Donc, elle est en demande de moi, comme moi je suis en demande d'elle. Donc, du coup, ça fait effet miroir et ça fait des étincelles qui deviennent des ouragans, des tempêtes, et puis on n'arrive plus à se parler. Est-ce que Michel arrive à trouver une place? Michel, c'est pas le meilleur des médiateurs qui soit. Pour lui, la solution, c'est de m'emmener avec lui. Il se dit, comme ça, elles seront pas toutes les deux en guerre. Et puis, elle adore venir avec moi, j'adore être avec elle, donc je l'emmène. Et les seuls moments où je respire et où je suis bien dans ces moments-là, c'est quand j'accompagne Michel en concert. Et voilà. Et il vous amène en tournée? Ouais. Et alors, du coup, cette petite fille se retrouve en coulisses, enfin, adolescente à ce moment-là, se retrouve en coulisses avec un entourage. Quelle est votre place? Quel est le... Ah, moi, je trouve ma place très facilement. Je joue son assistante, je m'occupe de ses costumes, j'assiste aux balances. C'est hyper sympa comme ambiance, c'est chaleureux, c'est faible. On est en famille, voilà. Et je m'y sens très bien. Pauline ne quitte plus son beau-père Michel Delpech. En studio d'enregistrement, en tournée et même au Festival de Cannes. À ses côtés, elle vit un conte de fées. Elle a enfin le sentiment d'exister. Donc on a l'impression que c'est une adolescence merveilleuse, alors que l'adolescence, pour beaucoup, c'est compliqué. Moi, j'ai enfoui mon chagrin, c'est-à-dire le manque de mon père et tout mon univers qui s'est effondré, ma structure, mon chez-moi que j'ai dû quitter, je l'ai enfoui. Donc je suis une adolescente qui est dans le déni et qui joue encore à la fille qui va bien. Voilà. Je commence là à faire semblant, à cette époque.
Et quand vous dites je vais pas bien, parce que je fais croire que je vais bien, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, ce qui va pas, c'est que j'ai des signes qui m'annoncent que ça va s'écrouler. C'est-à-dire que j'ai des moments où d'un coup, j'ai l'impression que je vais crever. Déjà, à 14 ans, je me dis, je ne pourrai pas finir cette journée. J'ai des idées noires qui sont de plus en plus brillantes. Je passe des nuits entières à pleurer, recroquevillée sur moi. J'ai plus envie de rien. Je commence à regarder mes mains, je les reconnais pas. J'ai l'impression qu'elles sont pas à moi. Je perds mon identité. Mais quand les gens me voient, ils le ressentent pas du tout. Je suis joyeuse, je ris à l'école. À l'école, ça va, j'ai des bonnes notes. Je la joue un peu rebelle pour exister, pour qu'on me regarde. Besoin qu'on vous regarde à ce moment-là? Ouais, ça commence. À quel point? Je me souviens avoir envie d'être hospitalisée de longs mois, voire des années, pour que ma mère me regarde, pour que mon père revienne et me regarde, et pour que tout le monde soit autour de moi en train de se dire « Oh là là, elle est souffrante, elle va peut-être mourir, regardons-la, aimons-la et qu'ils aient même pitié de moi. Je voulais que les gens aient pitié de moi. Mais c'est-à-dire qu'on aurait pu tout faire que ça suffisait pas, de toute façon. Ce que j'avais en moi était tellement abyssal que ça n'aurait pas suffi. Pauline se voit grosse. Son corps devient le grand problème de sa vie. L'adolescente a 15 ans lorsque sa mère l'emmène consulter un médecin pour ses problèmes de poids. Sans hésitation, il prescrit des coupes-faim. Là, je maigris. Et j'aime cette sensation. Je me sens forte d'un coup. Et j'ai l'impression que je suis dans un contrôle total de moi. Donc, c'est-à-dire que je ne subis plus ce corps, je ne subis plus même mon esprit. Je suis maîtresse de tout. Et il n'y a plus que ça qui compte. Et là, c'est l'enfer qui commence. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais être obsédée par l'idée d'être mince. Et au début, ça va, pendant 3-4 ans, ça va s'arrêter à ça, être mince. Et puis un jour, ça va plus être mince, ça va être maigre, et puis ça va disparaître. Voilà. Et là, je sombre dans l'anorexie. Je marchais dans la rue, les gens me regardaient, ils avaient peur. J'aimais ça. Et je vais tellement sombrer dans l'anorexie que je vais arriver à un point où je ne vais peser plus que 29 kilos. Je vais adorer cette sensation-là. Et c'est On adore quelle sensation? En fait, je crois qu'on aime la sensation de voir ses proches souffrir pour soi, s'inquiéter pour soi, et de leur dire « je vous emmerde, c'est trop tard de toute façon ». Et ouais, regardez ce que vous avez fait de moi. C'est-à-dire que je suis dans un truc là où je les déteste tous, à part Michel. Et vous nourrissez de quoi? Je mange une demi-pomme par jour et je bois un verre de lait par jour. Voilà, jusqu'au moment où je ne peux plus. Donc là, je me gave et je peux pas garder. Donc je vais aux toilettes. Et je perds mes cheveux et je passe du 38 au 34, au 32, au 16 ans, au 12 ans. Je m'habille en 10 ans. Et j'aime ça. C'est-à-dire que je fais 7 malaises par jour. Les malaises? Ouais, je fais des malaises, je peux plus marcher et j'aime ça. C'est très très authentique de dire j'aime ça, parce que vous savez que l'anorexie est un mystère pour le monde médical, pour les parents. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cet état? C'est un tel chaos que, en fait, c'est un très long suicide. Sauf que on n'a pas envie de mourir d'un coup. On a envie de disparaître. Moi, je ne pensais même pas à la mort. J'avais juste envie de disparaître. Et j'avais envie de disparaître, mais en même temps, j'avais envie qu'on me voie. Donc, c'est très antinomique, en fait. Et la démarche est d'une violence. Rien n'aurait pu me faire dévier de cette route-là. C'est plus fort que tout. C'est comme une drogue. C'est au-delà de l'amour d'une mère, c'est au-delà de l'amour d'un père, d'un beau-père, c'est au-delà de... On voit qu'on meurt, on voit qu'on se détruit, on voit qu'on est malade, que les dents tombent, qu'on est atrocement moche, j'ai plus de cheveux, je tiens plus debout, mais c'est plus fort que tout. Mais c'est une jouissance ou une souffrance? C'est les deux. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que l'esprit est emmuré dans la maladie. Donc le corps subit la chose. Mais c'est une maladie de l'esprit, c'est pas une maladie du corps, du tout. J'étais dans un malheur absolu, j'étais dans les ténèbres. Pour en arriver à vouloir que ma mère, qui m'aime, qui se coupe un bras pour moi, souffre à ce point, par mon fait, par ma volonté propre, il faut être dans une souffrance terrible, il faut être dans un refus total de soi, dans un désamour de soi, dans un manque de respect total de soi. J'existais plus, moi. Moi, j'étais morte à cette époque.
Et en plus, la question de la mort, c'est-à-dire que c'est important, ça veut dire que c'est pas vraiment une frôle volonté. avec elle, on flirte. Mais on flirte avec elle, c'est Ouais. une volonté. Ouais. On souhaite être toujours sur le fil du rasoir. On souhaite être toujours dans un état border. C'est-à-dire que moi, les médecins me disaient, vous êtes en danger de mort. Je rigolais, je les méprisais. Moi, je pensais que le seul moyen d'être aimé, c'était que les gens en face de moi se disent que j'allais disparaître et mourir. Si Pauline parvient à effacer son corps, sa souffrance est indélébile. La jeune femme atteint des niveaux de poids critiques. Le pronostic vital est engagé. À 20 ans, c'est près de chez son père qu'elle fait alors son premier séjour en hôpital psychiatrique. Ce jour-là, je lui dis, papa, je ne finirai pas la journée, là, c'est très sérieux. Et très franchement, s'il ne m'avait pas emmené dans cet hôpital, je me serais foutue en l'air, vraiment. Et il m'a emmené dans cet asile de fous, il n'y avait que des vieux d'ailleurs, au Pays Basque, où là, le gars, un psychiatre, un vieux psychiatre, m'a fait faire 10 électrochocs en 2 semaines pour me bousiller le cerveau et faire en sorte que j'ai plus de souvenirs. Ça n'a pas fonctionné du tout. Je retourne chez ma mère et là, je fais 29 kilos. Elle est dépassée, la pauvre. Elle voit sa fille crever, quoi. Je me planquais un peu pour pas qu'on voit l'état de maigreur. Ma mère veut me donner une douche, elle tombe dans les pommes de me voir si maigre. Je suis un squelette. Et là, elle appelle le médecin me voit et hospitalisation immédiate. Là, je suis enfermée à Sainte-Anne. Vous dites enfermée contre votre gré? Oui. Comment on vit cet enfermement? Alors moi, quand j'ai atterri dans ce couloir, je me souviens, c'était au 3e étage. J'ai su que ça allait durer longtemps, alors qu'on m'avait dit le contraire. Et je me suis dit, si tu verses une larme, ne serait-ce qu'une larme, t'es morte. Et donc, je me suis mise en mode off, en fait. Je me suis conditionnée pour mettre mon esprit ailleurs. Mon corps était là, mon corps mangeait, il s'engraissait. Parce que là-bas, ils m'ont engraissé et puis c'est tout. Et après, j'accumulais tout mon traitement de médicaments en une fois. Et je le prenais le matin et je dormais toute la journée. En fait, j'ai passé des mois à dormir. Donc enfermée pendant combien de temps? 9 mois. Et 2 heures de visite par semaine le dimanche. Pas plus. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Pour soigner cette maladie, c'est pas en nous enfermant, surtout pas en nous engraissant, en me faisant passer de 29 kilos à 53 kilos en 9 mois, qu'on peut me guérir. C'est en faisant quoi alors? J'aurais voulu avoir accès plus à ma mère à ce moment-là. Je pense que j'aurais voulu qu'elle passe des nuits avec moi dans cet hôpital à ce moment-là, qu'elle me tienne la main. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'elle ne le souhaitait pas ou qu'on l'empêchait de... On l'en a empêché. On l'en a empêché. Elle n'a pas le droit de venir me voir pendant 1 mois entier, je crois. On pensait que c'était elle le danger, donc du coup on m'a coupé d'elle, ce qui est faux, ce qui est une ineptie. Enfin, j'avais besoin de combler le manque que j'ai eu d'elle. Voilà. Parce qu'on m'a coupé d'elle, mine de rien. Un juge a dit que je ne serais pas avec ma mère petite. Et j'ai adoré mon père. Et je le remercie de m'avoir élevée, etc. Mais je pense qu'une petite fille de 6 mois a besoin d'être dans les bras de sa maman. Plus souvent que je ne l'ai été. Et j'avais besoin de ça, mais c'était trop tard. Tell me the truth. Tell me that it didn't happen. There's been a mistake. There's been a misunderstanding. Et ça peut aider plein de gens qui sont autour de jeunes personnes, et souvent des jeunes filles qui souffrent de ça. Finalement, on se dit, mais de quoi a besoin une personne qui est dans cette situation? Très franchement, il n'y a pas de remède. Il faut connaître la maladie. J'aurais voulu parler à quelqu'un qui s'en est sorti. Voilà, à ce moment-là. J'aurais voulu voir une femme comme moi aujourd'hui qui pèse 50 kilos et qui m'aurait dit « Pauline, c'est une maladie, tu l'as choisie. C'est une maladie de l'esprit. Tu t'es laissé aller, toi, à peser 29 kilos. Tu as la force en toi d'être aimé. Tu es quelqu'un d'aimable. Donc tu peux t'aimer. Et surtout, regarde, on arrive à vivre en faisant 50 kilos. C'est toujours là, moi j'avoue, c'est toujours là. C'est comme un spectre qui est parfois silencieux, qui redevient parfois très bruyant. C'est un combat au quotidien. J'ai 35 ans aujourd'hui, c'est quotidien. Hein, c'est pas. Mais j'arrive à vivre avec et j'arrive à avoir de grands moments et de grands même moments de sérénité quand je déjeune, quand je dîne, de convivialité. J'aurais voulu voir quelqu'un qui s'en est sorti. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a sauvé la vie alors? Le point de départ du sauvetage, on va dire, ma mère m'a apporté un bouquin à Sainte-Anne de Stig Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Voilà. Et moi, quand j'ai lu ce titre, j'ai compris qui j'étais. Ça a été une révélation pour moi.
j'ai compris de quoi je souffrais, d'un manque de consolation impossible à rassasier. Voilà. Donc à partir du moment où je comprends que mon manque de consolation est impossible à rassasier, soit je me suicide vraiment, parce que cette quête est trop lourde et que j'y arriverai pas, soit j'essaye, parce que mine de rien, l'anorexie, c'est pas du courage. On croit qu'il faut une force. C'est tout sauf du courage. L'anorexie, c'est tout sauf du courage. C'est de l'arrogance, c'est de l'insolence, c'est de l'intelligence, parce qu'on a un cerveau qui fonctionne de façon appuyée, mais c'est pas du courage. Le courage, c'est de choisir la vie, c'est de l'affronter et surtout de la choisir, alors qu'on sait que ça va être très, 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 très compliqué. Tout au long de son combat pour la vie, Pauline a pu compter sur Michel. Avec pudeur, le chanteur a toujours été à ses côtés. Alors à quel moment vous décidez de prendre son nom, de vous appeler Pauline Delpech? Parce que c'est pas rien, c'est comme une nouvelle identité. Ouais, alors forcément, je sors de Sainte-Anne, là je suis en miettes, et je me lance dans une carrière de comédienne. Pourquoi vous levez les yeux au ciel quand vous le dites? Parce que c'était grotesque. Pourquoi? Parce que je suis excessivement mauvaise comédienne, parce que j'ai voulu être comédienne pour de très mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est quoi? Vouloir être connue, reconnue, qu'on me trouve belle, et gagner de l'argent très vite, et vivre dans un monde de show business, de mondanité, de lumière, de paillettes. Ça m'attirait, j'avais l'impression... Moi, j'étais J'avais flattée l'impression de quoi? d'exister. Moi, quand une personne connue me disait bonjour, j'avais l'impression d'exister. Donc, je veux être comédienne, je me dis que c'est ma voie. Sauf que je vais pas vraiment au casting parce que ça m'ennuie. Et un jour, je décroche un rôle. Et là, faut bien choisir un nom de comédienne. Et en même temps, je me dis que Pauline Delpech, forcément, ça va un peu m'ouvrir des portes, que c'est un nom connu. Et puis là, à ce moment-là de ma vie, je renie Pauline Videgaray et je m'identifie. Je m'octroie le droit d'être la fille de Michel et non pas la belle-fille. Alors vous lui en parlez comment et il vous dit quoi? Je lui demande un jour, d'abord j'en parle à ma mère qui me dit oui, bien sûr, tu peux. Et elle, ça lui fait plaisir que j'ai envie de porter son nom à elle. Une manière de valider son choix. Bah, bien sûr. Et puis lui, je lui en parle et très franchement, Michel s'en fiche. Ce qui compte, c'est la relation qu'on a au quotidien. La seule chose, c'est que c'est vrai que ça le flatte que je puisse me dire que de porter son nom va susciter l'intérêt des médias, etc. Et je n'en parle pas à mon père. Voilà. J'impose ça à mon père. Et j'ai pas été d'une très grande délicatesse. Et donc voilà, je fais quelques films en m'appelant Pauline Delpech et surtout je sors mes livres sous le nom de Pauline Delpech. Pauline Delpech publie son premier roman à 25 ans. Très vite, 3 autres romans suivront entre 2008 et 2013. Et puis le temps passe et je me recouvre d'une vie, je suis recouvert d'une vie de mensonges. C'est quoi une vie de mensonge? Tout est mensonge. Tout ce que je dis est mensonge, tout ce que je fais est mensonge. Mes bons jours sont des mensonges. Par exemple? C'est-à-dire que je ne suis jamais moi. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un physique humain, mais par contre, je suis toujours dans le même état d'esprit à pas savoir qui je suis, à me dire que ce que je suis ne suffira jamais, que je suis une bonne à rien, et que donc il faut épater la galerie. Je suis toujours en recherche du regard de l'autre, parce que en fait, dans mon esprit, je ne suis pas quelqu'un d'aimable qui peut être aimé. Et donc vous devenez vous-même en rencontre l'amour. Vous allez me le présenter tout à l'heure. Oui, il s'appelle Alexis. Il acceptera, j'espère, de raconter votre rencontre. Ah bah il faut. Mais ce qui est important, c'est vous. Qu'est-ce qu'il va vous apporter que vous n'aviez pas dans votre vie? Il va m'apporter l'amour. Instinctivement, Alexis arrive à voir que derrière celle qu'il rencontre et celle que je donne en pâture, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, il va aimer ce quelqu'un d'autre et détester la fille mondaine, amoureuse des lumières, de ce qui brille, etc. Et en fait, moi, en aimant cet homme, je vais me rendre compte que du coup, j'aime ce qu'il est, c'est-à-dire les choses vraies, simples, du quotidien. Et du coup, je vais me rendre compte que je n'aime pas ce que je crois aimer. Vous voyez, c'est une espèce d'électrochoc, d'évidence où d'un coup, le puzzle, ça y est, prend forme. Il est temps d'accepter d'être qui je suis et de me dire que, après tout, ce que je suis n'est pas si nul que ça. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas si nul. Vous découvrez le plaisir de l'authenticité, donc à ce moment-là. Ouais, et surtout, j'accepte de lui dire que je suis malade. Et alors là, c'est la première fois que je le dis. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how
Alors, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que ça ressemble à un dénouement. Moi, je me détends, c'est une renaissance, et c'est au moment de votre renaissance. C'est une naissance. Moi, je vois ça plutôt comme une naissance. C'est ça, et c'est au moment de votre naissance, on va dire, que Michel tombe malade. Ah. Ouais, il est tombé malade le 6 février 2013. J'ai rencontré Alexis en août 2012. Et il tombe malade, sauf que moi, je retombe dans mes travers, c'est-à-dire d'être dans le déni. Moi, je n'accepte pas la maladie et je l'accepte tellement pas que je ne l'entends pas. C'est-à-dire que je lui rends visite comme j'irai voir le voisin à l'hôpital parce que pour moi, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Voilà. J'ai passé 3 ans, pratiquement 3 ans, à aller le voir sans être touchée du tout par ce qui lui arrivait parce que je ne pouvais pas. Et à un moment donné, je suis avec mon thérapeute qui me dit il faut absolument ouvrir les yeux, là c'est la fin. Et là je réalise que c'est fini. Donc je déménage à 500 mètres de lui pour passer les derniers jours avec lui. Voilà. Sauf qu'il est mort et que j'avais l'impression que je le reverrais demain. Et chaque demain, je me disais que j'allais le revoir demain. Jusqu'au moment où je réalise qu'il n'y aura pas de demain, que je ne le reverrai plus jamais. Et là, l'idée de me dire que je ne le reverrai plus jamais, c'est insupportable. J'aimais cet homme. Vous savez, on n'était pas obligés d'être au rendez-vous l'un de l'autre. Et il m'a accueilli, il m'a aimé, il m'a éduqué, il m'a porté, il m'emmenait avec lui tous les jours en studio. Il prenait soin de moi. Il n'était pas obligé de le faire. C'est ça la phrase incroyable que je retiens. C'est que avec sa disparition, c'est un électrochoc et vous réalisez que finalement, vous qui avez eu cette sensation, ce besoin d'amour inconsolable, vous avez la sensation que cet homme finalement vous avez aimé alors qu'il n'était pas obligé. Bien C'est votre sûr. phrase à vous. Il n'était pas obligé de m'aimer. On avait les derniers jours là que j'ai passés avec lui, c'est-à-dire qu'on se relayait avec ma mère et mes frères et sœurs. Il m'a passé la main sur sa joue en me disant ma puce chérie, mais ça valait toutes les déclarations d'amour que je n'aurais jamais. Et je suis heureuse de l'avoir accompagné jusqu'à son dernier souffle. J'étais là à son dernier souffle. Mais voilà, il est parti, quoi. Ce qui est fou, c'est que vous avez traversé beaucoup de choses pour une si jeune vie. Oui, c'est drôle. Ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous formulez de manière extraordinaire et vous avez fait le choix d'authenticité. C'est une renaissance, donc il y a beaucoup d'enseignements quand on vous écoute. Et surtout, vous êtes un auteur. Oui. Un auteur de romans. Et ça, c'est extraordinaire, j'imagine, qui va être bientôt adapté au cinéma. Oui, mon dernier roman, Souvenance, va être adapté au cinéma par une réalisatrice que j'aime bien qui s'appelle Julie Lipinski, qui avait fait une très belle comédie sur l'amour, avec Fanny Ardant dans le premier rôle. Et je suis très fière, évidemment, je suis très fière. Attendez, pour réaliser ce que vous êtes en train de dire, moi je l'accompagne depuis tout à l'heure, cette petite fille qui cherche sa place, qui cherche une légitimité dans ce monde. Mais moi, la légitimité, je la trouve plus là, je la trouve pas là-dedans. La légitimité, je la trouve aujourd'hui dans la femme que je suis en train de devenir, en fait. Moi, Pauline Bidégaray, peut-être un jour, Pauline, je porterai le nom de mon homme, je l'espère. Et je découvre à peine aujourd'hui ce que c'est que l'intégrité et le respect qu'on doit se porter à soi. Mais ma légitimité, c'est moi d'abord. Je suis subjugué par votre sincérité, par votre Merci authenticité. beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment. Party boy, don't get hurt, feel anything. Si tous mes invités comme Pauline sont aujourd'hui plus forts que la vie, c'est probablement parce qu'ils ont fait des rencontres grâce auxquelles ils se sont construits ou reconstruits. My doorbell, I
Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Enchanté. Caroline. Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Moi, charmant. Je sais pas. Bah, je crois. Alexis. Bienvenue. Bah ouais, mais je suis content de vous voir. Nous aussi. J'ai vécu un tête-à-tête et une rencontre très très forte. Je vais vous raconter ce que j'ai vu. Je sais que ça va pas vous étonner. Avec les proches de Pauline, je vais tenter de mieux comprendre comment on peut surmonter les épreuves. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à vous servir. Caro. Je vous recommande ma petite citronnade au gingembre. Café, moi. Eh ben, j'ai testé la citronnade au gingembre. Alors, c'est la première fois que je rencontre Pauline et on a parlé de l'anorexie. Et j'avoue que j'en avais jamais entendu parler de cette manière. J'ai été très frappé par la manière de raconter de Pauline, parce qu'il y a beaucoup de sincérité, d'authenticité. Ce qui est troublant quand elle dit « mais j'ai pas toujours été sincère et j'ai longtemps fait semblant ». Et d'ailleurs, je crois que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là, un petit peu, parce qu'elle dit que votre rencontre, c'était comme une naissance pour elle. Et donc, si vous êtes d'accord, ça me plaît de savoir quel regard vous portez sur elle. Ouais. Mais c'est bien qu'elle vous en ait parlé déjà. Enfin, je suis assez étonné, mais derrière les épreuves, il y a des gens qui se recroquevillent un petit peu sur eux, qui ont tendance à vouloir se rendre totalement invisibles. Et effectivement, elle, peut-être la différence, c'est qu'elle a été obligée d'affronter le regard des autres. Et je crois que ça a créé une certaine forme de carapace, un système d'autodéfense, j'ai envie de dire, très efficace. Et qu'avec le temps, effectivement, ce système de défense s'effrite. Mais je pense que c'est un long chemin, quoi. Je pense qu'elle s'est rendue... Enfin, je ne sais pas de ce que vous avez parlé exactement. Alors, c'est vous qui savez. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que Caro m'a rencontrée quand j'avais 24 ans, où là, ça faisait 2 ans que j'étais sortie de Sainte-Anne. Et Caro, elle m'a connue, j'avais les cheveux longs, j'étais très mince. Puis alors, il y a un truc pourquoi je voulais qu'elle soit là, c'est... Elle m'a repérée. Grâce à elle, j'ai rencontré Michel Lafon, qui est pour moi... il m'a offert ma chance d'auteur, d'écrivain. Il m'a donné sa confiance. C'est une des premières fois que quelqu'un me donnait sa confiance comme lui. Et Caro m'a fait confiance immédiatement. Mais surtout, elle m'a vue sombrer, parce qu'on a traversé c'était mon attachée de presse à l'époque. Oui. Et elle m'a accompagnée dans les salons du livre, dans les émissions, etc. Et elle me voyait, même si j'essayais de faire semblant que ça allait bien, je voyais qu'elle comprenait les choses, parce qu'elle est d'une bienveillance et d'une intelligence. Non, mais c'est vrai, Caro. Et... Elle m'a vu faire semblant, elle m'a vu dans ce monde d'illusions, de paillettes, de brillance, etc. Quand j'ai rencontré Alexis, il m'a reconnecté à une réalité, mais Caro m'a vu hors réalité, complètement, vraiment hors réalité, pendant de nombreuses années. Vous, parce que vous n'êtes pas une simple attachée de presse, vous êtes une des amies les plus proches qu'elle a aujourd'hui sur cette terre, c'est ce qu'elle m'a expliqué, et donc depuis plus de 10 ans. Ouais. Et donc, quelle personne vous rencontrez à ce moment-là? Quelqu'un de fragile. Quelqu'un de fragile, quelqu'un qui, je pense, était en souffrance, qui manquait de confiance en elle terriblement, parce que quand on s'est rencontrés pour lui parler d'un projet de livre, je sentais que c'était dur ce qu'on lui demandait au départ. Mais ce qui m'a beaucoup troublé dans le témoignage de Pauline, c'est qu'elle m'expliquait au fond que quand on est dans une période d'anorexie, on est dans une période de souffrance et à la fois de jouissance, parce que les gens s'inquiètent, et au fond, on a la sensation que personne fait ce qu'il faudrait autour. La question, c'est, est-ce que vous demandiez quoi faire, ou est-ce que c'était instinctif? J'ai été confrontée dans un domaine plus personnel à l'anorexie, et je me souviens de déjeuner avec Pauline. Moi, je me souviens quand on déjeunait ensemble sur l'île de la Jatte. On avait un endroit où on a déjeuné toutes les deux, et ce qui était difficile, c'était c'est toujours le même repas. Ouais. Voilà, c'était salade tomate, beaucoup de ketchup et un grand crème bien blanc. Donc ça me faisait du mal, mais lui dire mange, lui dire la forcer. Donc moi j'étais là, on était là, mais je voulais pas la laisser seule. Je pense que le pire aurait été de la contraindre, de lui dire « Pauline, non, tu manges pas ». Comme d'autres soirs où on se retrouvait où tu mangeais beaucoup plus, parce qu'il fallait combler dans la journée. Faire des réflexions sur la façon de manger, ça servait à rien. C'est ce que m'a apporté Caro qui me manquait. Pourquoi elle a eu la bonne attitude, justement? La bienveillance, sans jugement. Caro m'a jamais jugée. On n'est pas ce genre d'amis où on se voit toutes les semaines, où on s'appelle tous les 2 jours pour se voir, etc. Sauf que Caro fait partie de ces rares personnes dont je suis archi persuadée de l'amour qu'elle me porte et de sa bienveillance totale. De aucun jugement, jamais. Et je suis toujours très raide, moi, quand je sens que les gens me jugent. Alexis pourra vous le dire, au quotidien, dès qu'il me fait un reproche, j'agresse. Je suis pas assez forte encore pour accepter le reproche, le jugement, etc. Et Caro ne m'a jamais jugée. Et c'est ça que j'ai aimé chez elle. Donc, je veux savoir quelle jeune fille vous rencontrez, dans quel contexte vous rencontrez? On s'est rencontrés dans les Pouilles, en Italie.
j'étais en vacances avec un ami. Et le dernier soir, il y avait une fête. Et dans cette fête, je vois Pauline qui traverse la foule. Et je sais pas pourquoi, je lui tends la main, en fait. Et elle la prend. Et on danse. Et après cette danse, évidemment, elle est avec une amie. Donc je comprends, et en fait je comprends mal que son amie me dit qu'elle n'est pas disponible, qu'elle est avec quelqu'un. Ce qui était faux. Ce qui était faux, on ne sait pas. Un quiproquo. En tout cas, on s'en est arrêté là. Et puis, je me suis aperçu qu'on s'était déjà croisés. Parce que j'avais fait, moi, un film pour un joaillier. Votre réalisateur. Oui. Et je m'étais... effectivement, cette personne-là m'avait frappé, déjà par ses yeux, évidemment. Mais elle était dans la représentation. Et je sais qu'elle m'avait marqué à ce moment-là. Et en fait, en retrouvant ce souvenir-là, bizarrement, ça m'a inspiré de la méfiance. C'est-à-dire que c'était pas la fille que j'avais vue, moi, danser sous les étoiles le soir où je l'avais rencontrée. Mais c'est comme ça que je l'ai retrouvée. Donc on s'est écrit, après moi je lui ai écrit quand même une petite phrase en lui disant c'est drôle, on s'est déjà croisés. Et puis elle me répond, je comprends... que je suis célibataire. Voilà, et on se donne rendez-vous à Paris, je me souviens, elle me donne rendez-vous, en plus c'était au... Oui, place du marché Saint-Honoré. Alors je lui ai dit, bon écoute, il va falloir que je mette une chemise. Moi j'en ai mis une aujourd'hui, mais voilà. Attendez, je lui envoie même un mail en lui disant je sortirai d'une interview, j'arriverai peut-être en retard, ce qui était faux. Interview du tout. Donc vous êtes transformé Ah le ouais, mensonge en autodérision. Complètement. Je voulais l'épater, donc j'avais une interview, et puis après je lui ai dit on pourra pas rester trop de temps parce que j'ai une autre interview après, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, il va être amoureux, quoi, s'il se rend compte qu'il sort avec une fille qui a des interviews. C'est génial parce que ça ressemble à une anecdote, mais ça dit beaucoup évidemment. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est à quel point on peut se tromper en pensant que ce qui va plaire, c'est ce qu'on est en train d'inventer. Lui, c'est ce qu'il déteste. Alors, justement, réaction quand elle vous dit cette phrase-là? Effectivement, méfiance. Et pourtant, malgré ces préjugés ou cette petite méfiance, il y a une vraie rencontre qui se déroule. Tout ça, justement, lié à cette première rencontre, justement, où on avait dansé ensemble, où je me suis toujours rappelé de cette fille que j'avais rencontrée. Et d'ailleurs, je pense qu'elle, inconsciemment, c'était assez drôle parce que déjà, je pense qu'elle prenait conscience petit à petit que c'est pas là où je l'attendais, c'est pas là où je la cherchais. Et qu'elle m'avait même offert plus tard une bague où il y avait inscrit une danse pour aimer toujours. Comme si elle me donnait cette bague pour me rappeler finalement ce moment et me dire c'était moi à ce moment-là. Et effectivement, je l'ai retrouvée en fait bien plus tard, j'ai envie de dire des années plus tard. Là, il y a quelques mois. Et effectivement, ça a été long. C'est-à-dire que vous observez les choses, vous ne forciez pas les choses. Comment ça se passait? Parce qu'on a compris qu'au fond, il y avait un vernis dont elle se... Voilà, elle est la première à dire aujourd'hui qu'elle n'en revient pas elle-même d'avoir fait ça. Mais la question, c'est le garçon que vous étiez aurait pu se détourner en disant voilà, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Alors je dirais qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que dans mon parcours, moi, familial, j'ai connu ce qu'était une personne sous emprise. Donc je sais à quel point il est difficile d'en sortir. À quel point même on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut... Parce que la question de l'anorexie, puisqu'elle en a parlé, c'est quelque chose qu'elle a formulé ou que vous avez compris? Il l'a deviné très tôt, je l'ai avoué 4 ans après. Voilà. Et quand vous le devinez, vous n'en parlez pas pendant 4 ans? Si. Alors si, mais parce que je sentais qu'il y avait comme une part d'ombre en fait. Une part de mystère, une part d'ombre. Mais ce qui m'épate, c'est que vous cohabitez avec ce mystère en fait. Alors oui et non, c'est-à-dire que pour le coup, je sens très vite qu'il y a un problème. Par des petites choses, des petites attitudes, une nervosité, les repas. T'as vu ça aussi Et moi, je mangeais, mais elle avait déjà pris 3 cafés crème. Et qu'ensuite, elle prenait une entrée, un plat, que limite dans le plat, elle prenait des frites en plus, etc. Donc c'est de l'anorexie, mais il y a des phases boulimiques aussi. Et quand vous comprenez, vous avez quelle attitude? Vous lui en parlez? J'ai réalisé, en fait, que ça pouvait être ce problème-là. J'ai vécu ça, moi je me disais, enfin j'ai la solution. Et j'ai vécu ça comme un grand soulagement. Et je m'attendais à ce qu'elle me donne ce cadeau à ce moment-là, de me dire oui, j'ai ce problème-là et j'avais trop honte et que ça.
Et en Sauf fait- qu'à force de la questionner, etc., en fait, tout de suite, ça a été une réaction immédiate. En gros, t'es cinglé. Et- C'est-à-dire qu'en fait, la maladie est tellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tellement plus forte que tout, c'est qu'elle est même plus forte que le couple. C'est-à-dire que pour ne pas... D'abord, il y a le fait de ne pas pouvoir l'avouer parce que c'est honteux, mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas envie de s'en sortir, en fait. Et donc, on préfère mettre en péril le couple ou à se dire, bon, il va le mettre de côté et on va passer à autre chose, jusqu'au jour où il part. Et que là, je me rends compte qu'il est vraiment parti, il est plus là. Donc là, vous baissez les bras vraiment, ou vous espérez provoquer un déclic? C'est plutôt ça, ouais. Parce qu'évidemment, moi, je l'aimais, c'était pas le problème des sentiments. C'était le problème à un moment de se dire on peut plus avancer comme ça. C'est-à-dire que ni pour elle ni pour moi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que clairement là on était, voilà, ça se reflétait dans notre relation, il y avait des incompréhensions, il y avait du mensonge, il y avait des, voilà, elle avait sans doute peur de moi, je lui faisais plus confiance, voilà. Et ça provoque énormément de choses, c'est très délicat. Et donc, vous êtes là tous les deux pour en parler. Ça veut dire qu'il y a eu un retournement de situation. Oui, c'est-à-dire que ça s'est passé à la fin de l'année dernière, en novembre, et il me dit c'est terminé, on peut plus. Et à ce moment-là, moi, je réalise que Michel va mourir en plus. Donc, du coup, je quitte notre chez nous, et Michel meurt 10 jours après. La rupture avec Alexis et la mort de Michel ont été les derniers électrochocs qu'il me fallait pour... Ce qui a tout changé, c'est de dire un jour à Alexis, je suis malade. Effectivement, tu as raison, je t'ai menti jusqu'à aujourd'hui, je suis malade. Le fait d'avoir dit ça, aujourd'hui, m'empêche de lui cacher la vérité. Donc du coup, j'ai avoué qui j'étais en lui disant que je suis malade. Parce que, en fait, la maladie, c'est moi. Le fait d'être malade, c'est moi. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus discret, mais je suis pas à l'abri d'une crise demain. Depuis que j'en ai parlé, j'ai ressombré encore. Mais c'est en le disant et en étant dans cette vérité que je me donne l'opportunité de m'en sortir vraiment. Clairement, c'est un beau message qu'on peut délivrer à ce niveau-là, c'est que moi, elle m'en a parlé, elle a eu évidemment peur de m'en parler parce qu'elle a évidemment peur que je me... Peur de vous perdre. Voilà, que je fuis en fait. Et en fait, au contraire, j'ai vraiment vécu le moment où elle me l'a dit comme un cadeau. Et du coup, ça nous a même d'autant plus rapprochés. Voilà, j'étais dans son combat maintenant. C'est-à-dire elle était plus toute seule, on était deux. Et c'est vrai que tu m'as dit un jour, bizarrement, voilà, la maladie se fait moins présente grâce à ça. Et du coup, moi, j'en suis très heureux de ça, parce que pour le coup, je me dis déjà, on est en confiance. Et qu'elle rejoint petit à petit cette fille que j'avais vue danser avec moi sous les étoiles. Enfin, voilà, je la retrouve là ce jour-là. J'ai l'image dans la tête. J'ai l'image dans la tête. Vous avez dit, après la disparition de Michel, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que finalement, je me suis dit, mais cet homme m'a aimé et il n'était pas obligé. Je trouve que c'est une jolie phrase qui dit beaucoup de choses et qui vous dit quoi? Que vous êtes donc aimable au sens étymologique du terme? Oui, alors, il y a comme ça des rencontres dans ma vie qui me font dire qu'effectivement, je suis capable d'être aimée pour ce que je suis moi. Caro en fait partie. Il n'y en a pas beaucoup, en vérité. Il y a Michel, il y a mon grand frère et il y a Caro. Alexis, c'est plus compliqué parce qu'Alexis, c'est mon homme. Donc, je suis encore dans un rapport où, par moment, j'ai encore l'impression qu'il faut que je lui prouve des choses, qu'il faut que je l'ai pas... Alexis souvent me fait la remarque en me disant « Michel, c'est pas ton père. » Il a raison, c'est pas mon père. Mais le fait est que personne ne comprendra jamais, en fait, ni lui, ni vous, ni Caro, personne ne comprendra ce qui nous unissait parce que, je le répète, il n'était pas obligé d'être au rendez-vous avec moi et il l'a été pendant 34 ans. Et il m'a même choisi pour partir avec lui son dernier souffle. J'étais là et je suis sûre qu'il a choisi que je sois là proche de lui, qu'il m'a attendu pour partir. Et donc, ce lien-là, tout le monde pourra en parler, à dire oui, c'était beau à voir, etc. Mais ça reste son beau-père. Personne ne comprendra véritablement ce qui nous alliait, lui et moi. Mais ça n'en fait pas quelque chose de moins beau, justement. C'est-à-dire mais moi, j'ai l'impression qu'on l'abîme quand on me dit c'était pas ton père. Ce lien qui était intime était aussi public et vous avez donc vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux lorsqu'un jour dans The Voice vous entendez un jeune garçon chanter une de ses chansons. Ah ouais, il m'a bouleversée. Il s'appelle Claudio Capeo et il est arrivé dans The Voice en février. Michel était mort depuis 1 mois avec son accordéon. Et là, je vois ce jeune mec de 26 ans mais qui dégage une force tranquille qui interprète chez Lorette. Et jamais, moi, je m'exprime sur les réseaux sociaux à féliciter ou même à me revendiquer quoi que ce soit en ce qui concerne Michel.
Et là, il m'a bouleversée parce que il a absolument pas trahi la chanson, il se l'est approprié quand même. Et c'était magnifique, son interprétation était absolument magnifique. Et je l'ai remercié. Et d'ailleurs, il m'a envoyé un petit mot après très gentil, très délicat, qui ressemble à l'interprétation qui était la sienne. Il a un petit mot pour vous. Oh. On aurait adoré être parmi vous, finalement, c'est pas possible pour nous, donc on est vraiment désolé pour s'en excuser. Du coup, on va vous faire une petite vidéo. C'est pour vous. On y va. À sa façon de nous appeler comme ça, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle qu'un notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entra, Laurette souriait. Et d'un seul coup, dans le sang, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien, je Laurette, quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, oh Laurette, ce sera bien, ce sera chouette. Quand on est fâché, elle payait pour nous, oh Laurette. Et voilà, bisous. Ciao. Ben voilà. S'il vous plaît. Claudio Capéo. Et il a mis la chanson sur son album, Ouais. qui cartonne en ce moment. Et il la Ouais. chante sur scène parce qu'il a entendu dans toute la Oui, France. oui. Puis C'est important, ça, c'est... très joli. Moi, j'apprécie le fait qu'il l'ait mise sur son album parce que ça aurait pu être un one shot pour l'émission. Et puis non, même pas. Et puis je voyais qu'il en parlait avec beaucoup de respect de Michel. Et un gars de sa génération qui parle de Michel avec autant de respect et pas mal d'amour aussi, bah moi ça me touche et je trouve qu'il en a fait quelque chose de très beau. Je voulais que l'un et l'autre, si vous êtes d'accord, vous disiez à cette jeune fille qui est ici, parce que moi je la connais que depuis aujourd'hui et déjà je la trouve extraordinaire. Finalement, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pauline parle beaucoup de la présence que je vais pleurer, hein, je vais essayer de ne pas. Mais Tu vas y arriver. Oui, de la présence que moi j'ai eue. Elle a eu aussi une grande présence pour moi. C'est une amie, comme elle disait, c'est rare et c'est précieux les amis. Et c'est aussi une immense fantaisie, Pauline. C'est aussi, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les coups de fil, c'est-à-dire dans les pôles de blagues, dans les pôles de baisers, dans tous ces moments qu'on a partagés et ceux à venir. C'est beaucoup de fantaisie, c'est beaucoup de rire, beaucoup de sourire et c'est voilà, c'est comme un petit soleil, c'est important. Petit soleil. Ouais, Magnifique. un petit soleil. Alexis, c'est qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache Non, mais d'elle? peut-être que qu'elle démontre que la volonté est au-dessus de tout le reste, en fait, peut-être. Moi, elle m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, c'est-à-dire que oser vouloir, vouloir oser, quoi. J'ai envie de dire, voilà, elle m'a beaucoup permis d'oser là où je n'osais pas forcément. Pauline. Ce que dit Caro, ça évidemment, moi Caro je l'aime, mais elle le sait que je l'aime. Et voilà. Très honnêtement, je ne sais pas où je serais si j'avais pas rencontré Caro, parce que d'abord Caro m'a donné l'opportunité d'écrire. Et sans elle, je serais pas là à vous parler aujourd'hui, ça c'est certain. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et de ma vie entière jusqu'au dernier moment, j'aurai Caro dans mon cœur parce que quoi qu'il arrive, demain, après-demain ou dans 10 ans, Caro sera là parce qu'elle a été sincère du début à la fin et que je l'aime et que je me reconnais pleinement en elle. Quant à Alexis, on se stimule l'un l'autre, c'est-à-dire que moi, mes manquements, il les enrobe, il les guérit, il les soigne, il m'accompagne. Parfois c'est dur, parfois c'est sévère. Parfois c'est maladroit, moi pareil, mais
Le fait est qu'on est là l'un pour l'autre et qu'on devient une vraie équipe solide. Et qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que je suis dans la vérité alors que lui, il l'a été depuis le début. Donc on réapprend quelque chose, lui et moi. Et pourtant, ça fait 4 ans, hein, 4 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on se... Mais pendant 4 ans, on s'est regardé un peu qui va fauter, qui va dire ceci, qui va dire... Et aujourd'hui, on est ensemble et on avance ensemble. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Merci de votre confiance. Merci, Fred. J'aimerais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi. Alors, ils sont très connectés à ce qui se passe dans la société. Ils sont révoltés. Ils sont assez en colère quand ils voient les inégalités ou quand ils voient les souffrances qu'il peut y avoir dans ce pays. Et figurez-vous qu'ils cherchent surtout les solutions. Je suis obligé de vous dire au revoir parce que vous n'allez pas pouvoir rester. Malheureusement, non. D'accord. Mais Elle nous quitte. je vais m'en aller. Merci. Merci de votre confiance. Merci à vous. Merci pour elle. Et je vais vous laisser un petit moment entre vous, puis je vais aller voir ce que vous n'allez pas manger. Non, c'est ça. On va manger. Je regrette bien. Et moi, je vais manger son assiette. C'est ça. À tout de suite. C'est une habitude chez moi. Ouais, on va faire un flan. On va mettre des olives, on va mettre des courgettes, on va mettre des petits lardons, on va mettre des oignons. Salut Fred. Ça va? Alors comment ça se passe au concours d'accent? Gentleman. On ne sait pas qui va gagner encore après Toulouse. Elle est Lorraine à l'origine. Non, alsacienne. Ah, oh, pardon. Pour moi, c'est pareil. Tu as perdu l'accent alsacien. C'est au-dessus de la Garonne. Un petit soleil. Ouais, mais tu le sais. Moi, je t'aime aussi. Ouais, puisque je l'aime, tu l'aimes. On va parler de quoi aujourd'hui, Nicolas? Alors aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui pose réellement de problème aujourd'hui, c'est le lait. Certains d'entre nous ne le digèrent plus. Et de l'autre côté, on sait que le lait, c'est source de calcium, donc c'est bon pour la santé. On va mettre les choses au clair parce que j'entends tellement de choses en ce moment. Ouais, ouais. Je sais plus quoi penser. Et puis alors, j'adore ton tablier. Hein. Ah oui, oui. Tu viens avec ton tablier. Là, c'est oui, oui. Moi, je vais pas le faire, ça. Three little birds sat on the